Bonjour à tous et bienvenue encore à une animation scientifique d'EcoFog. Cette semaine, on a Delphine Sigoni qui va nous présenter ses travaux de dessinatrice naturaliste sur la station de l'Ourag, que vous connaissez tous. Delphine, passe la parole. Euh, Bonjour, merci. En effet, oui. Merci d'être là. Euh, si je suis là aujourd'hui, c'est justement comme disait Nicolas, parce que j'ai eu la chance de faire une résidence d'artiste à la station d'Enourag en octobre, où j'ai été invitée par le CNRS et le LABEX SEBA, et également à Cayenne, l'association Guyane Art Factory, qui est basée au tiers-lieu le 32 bis, que je vous invite à découvrir aussi. C'est un super lieu, parce que ensuite, cette résidence d'artiste a donné lieu à une exposition à Cayenne, du coup, qui vient de se terminer. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose un- voilà, une rencontre où je vais vous parler plus généralement de mon métier et en quoi, en fait, le métier de dessinateur, en fait, sert et nourrit les scientifiques, la science et aussi tout ce qui est diffusion et médiation. Et en quoi aussi, moi, en tant qu'artiste, je me nourris aussi du travail des scientifiques pour mon travail d'artiste. Voilà. Merci. Et donc là, si j'appuie là, voilà, du coup, ça va, vous m'entendez bien, les gens de la visio? Ils peuvent pas parler, en fait, les gens en visio, c'est ça? Parfait, parfait. C'est bon. Ok, très bien. Je pense que je reconnais la voix de Céline, je pense. Exact. Voilà, du coup, c'est ce que je vous disais. Donc, voilà un petit peu ce dont je vais vous parler. Et je pense qu'il y a, enfin, je pense que parmi vous, mais j'en connais déjà, il y a plusieurs personnes dont c'est pas le métier de dessiner, mais qui sont très sensibles au dessin et qui dessinent aussi. Donc, voilà, j'espère vraiment qu'après, il y aura un échange aussi. Et, enfin, après, n'hésitez pas aussi à me faire part de votre expérience. Voilà. Alors, hop. Voilà. Donc, pour commencer, je me présente. Donc, moi, je suis dessinatrice naturaliste. Et il se trouve déjà qu'en France, en fait, il n'y a pas de formation pour faire mon métier. Et donc, en général, il y a deux façons de venir à ce métier. Soit des gens comme moi qui ont fait une école d'art, mais qui ont toujours été sensibles à tout le domaine scientifique et qui sont toujours intéressés à ça. Et moi, particulièrement à la nature. Et qui, du coup, se sont spécialisés après l'école d'art. Et il y a un autre profil de dessinateur naturaliste, c'est des scientifiques et des chercheurs il y en a beaucoup, j'en connais plein, qui aiment bien dessiner et qui à un moment donné se rendent compte que dans la publication, finalement, ce qu'ils préfèrent, c'est faire le dessin et qui du coup, après, on va dire, abandonnent la partie vraiment scientifique ou recherche pour devenir dessinateur naturaliste. Voilà. Et donc, en plus d'être dessinatrice naturaliste, je suis ce qu'on appelle carnétiste, donc c'est-à-dire que, eh ben, dès que je voyage ou pas d'ailleurs, voilà, j'ai très souvent incarné et j'aime bien dessiner et raconter ce que je vois en dessin dans mes carnets. Et donc, mon métier de dessinatrice naturaliste, en fait, m'a amené à travailler, donc ça fait 15 ans que je travaille, à travailler en fait dans tout ce qui est la vulgarisation scientifique et la diffusion scientifique et culturelle au sens très large. Voilà, ça peut passer par des livres, des expositions, des conférences, des interventions dans les écoles. Voilà. Donc, pour commencer, alors moi, je vais vous donner ma définition du dessin naturaliste. Donc, je pense que quand je vous ai dit dessin naturaliste, on s'attend tous un petit peu à ça, c'est-à-dire des dessins assez réalistes, assez précis. Souvent, on fait toujours un peu écho aux vieilles planches du 19e, c'est ça. Et donc, dessinateur naturaliste, je dessine la nature. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Il y a des oiseaux, des poissons, des plantes, de la nature disparue, les dinosaures. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Et la spécificité aussi du métier de dessinateur naturaliste, c'est que je dessine la nature, mais en fait, je dessine surtout les sciences et les sciences naturelles. Et donc, mon métier, ça va être vraiment de travailler en collaboration avec les scientifiques pour justement diffuser leur travail, leurs connaissances, les connaissances d'une façon générale au plus grand nombre et les rendre à la fois attractives et compréhensibles. Voilà. Et alors moi, du coup, dans ma définition,
parce que bah, tout ça, c'est des exemples de mes travaux. Et en fait, pour moi, voilà, le dessin naturaliste, moi, j'ai une vision un petit peu plus large. Bah, déjà, je travaille pas qu'avec des scientifiques autour des sciences naturelles, mais je travaille aussi beaucoup avec des gens qui travaillent autour des sciences humaines. Donc, ça peut être l'ethnologie, comme vous voyez là la vannerie amérindienne, où bah, notamment, ça fait partie des collections de Damien Davy que beaucoup connaissent, je pense, ici, ethnobotaniste. Je travaille aussi avec des historiens, par exemple. Là, c'est un autre exemple. En fait, c'était une exposition autour d'une égyptologue, Marcel Beau, qui a vécu longtemps, ce qui fait qu'en fait, elle a vraiment travaillé pendant tout le XXe siècle. Donc, en fait, son travail autour de l'égyptologie est énorme. Elle était copiste aussi. Et ça fait partie, bah, comme souvent pour les femmes, des scientifiques qu'on a oubliés après et qu'aujourd'hui, on se réintéresse à son travail et on le réhabilite. Donc voilà, en fait, là, c'était dans une exposition et c'était une grande frise illustrée pour raconter un petit peu son travail. Donc en fait, voilà, pour moi, ça peut être aussi tout ça, le dessin naturaliste. Là, par exemple, je devais raconter la biologie du calmar géant, mais l'idée, c'était pas de le faire justement en dessin un peu académique et tout, mais plutôt en petite BD un peu rigolote. Voilà, pareil, dessin humoristique pour raconter, là c'était pour illustrer la théorie de l'évolution. Et enfin, le dernier projet, là, celui-là. Alors ça, en fait, c'est des illustrations pour un livre sur le maquila. Le maquila, c'est un bâton traditionnel basque et bah, dont justement il y a encore un atelier qui perpétue la tradition de fabrication de père en fils en fille depuis le XVIIIe siècle. Et ils avaient envie, en fait, il n'y a jamais eu de livre, d'ouvrage ce bâton. Et en fait, ils ont fait appel à moi spécialement, qui suis dessinatrice naturaliste, parce que justement, ils voulaient que moi, je raconte et que je décrive comment on fabrique le maquila avec justement mon regard de dessinateur qui a l'habitude de travailler avec les scientifiques, donc c'est-à-dire voilà, de faire à la fois des dessins assez chiadés, mais aussi avoir une analyse un peu fine et précise de comment justement on fabrique le maquila. Donc en tout cas, voilà, moi j'aime bien les choses qui s'ouvrent un peu, et donc mon travail de dessinateur naturaliste, ça m'a aussi amené à faire voilà, ce genre de projet un peu plus ouvert. Hop. Alors, bah, du coup, maintenant que je vous ai dit mon métier, à quoi ça sert le dessin naturaliste? Puisque il y a plus de 100 ans, on a inventé la photo et franchement, pourquoi on se fait encore chier à écouter des dessinateurs qui parlent aujourd'hui, quoi? Mais je vais vous expliquer. Alors, donc là, ça va être plutôt justement la partie en quoi, enfin, c'est ma vision, hein, mais en quoi le dessin justement euh, sert et est au service de la science. Mais avant ça, une petite parenthèse, ça c'est ben, une expérience très récente puisque cette année, lors de ma venue en Guyane, j'ai fait des ateliers dans les lycées. Avec des élèves qui étaient en section art appliqué ou art plastique. Et donc, du coup, il y a la CEAG qui m'a prêté très gentiment des insectes et je leur ai fait dessiner ces insectes. Oups. Et là, en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, et ça pour moi, c'est un peu une des magies du dessin, c'est que, alors c'était donc des ados de Cayenne, et vous connaissez les ados de Cayenne, il n'y en a pas beaucoup qui sortent en forêt. Et donc, au départ, quand je leur ai sorti les insectes comme ça, ils étaient tous un peu, voilà, un peu. Il y en a pas mal qui avaient une appréhension par rapport aux insectes. Et justement, de les avoir dessinés, eh ben, je pense que ça a permis de casser cette appréhension. Ça leur a aussi permis de regarder les insectes différemment, parce que là, il a fallu regarder avec toutes ces couleurs, tous ces détails. Par exemple, ce longicorne, alors là, on ne le voit pas sur les photos, celui-là, mais en fait, il y a tous des petits motifs, là, justement, sur le thorax. Et si je ne m'abuse, ces motifs, ça permet notamment de différencier les mâles et les femelles. C'est bon. Voilà. Et donc, bah, en fait, le fait de dessiner ces insectes, un, ça leur a permis de s'y intéresser. Deux, ça leur a permis justement de casser certaines appréhensions. Et finalement, alors, jusqu'à aimer ces insectes, je sais pas, mais voilà, il y a eu vraiment un avant et un après. C'était assez flagrant. Et puis après, autre chose, en fait, quand on dessine, et s'il y en a parmi vous qui dessinent et qui font comme ça du dessin un peu scientifique et un peu naturaliste, je pense que vous en êtes déjà rendu compte. Pour nous, dessinateurs, le fait de dessiner, des fois, ça nous permet aussi de comprendre des choses, de comprendre comment c'est fichu, etc. Et souvent, ça nous permet aussi de mémoriser. Moi, par exemple, je vais beaucoup mieux mémoriser un animal que je vais dessiner ou même un paysage que je vais dessiner
que n'importe quoi que j'aurais juste pris en photo. Voilà, donc ça c'était la petite partie, qu'est-ce que ça apporte un peu ce dessin naturaliste pour nous dessinateurs. Et après, qu'est-ce que ça apporte à la science? Alors, la première chose, ben ça, par exemple, ce paysage, c'est en France métropolitaine, il y a 50 millions d'années, où il faisait au moins aussi chaud qu'en Guyane aujourd'hui, je pense. Et donc, bah, une des premières raisons pour laquelle on fait appel aux dessinateurs naturalistes comme moi, bah, c'est pour faire des reconstitutions d'animaux, de plantes et d'environnements bah, qui n'existent plus. Donc, du coup, les paléontologues et les archéologues, de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de travailler avec nous. Puisque, comme je dis toujours, bon, là, il y a 50 millions d'années, non seulement on n'avait pas encore inventé la photographie, et en plus, il n'y avait pas non plus d'humains pour prendre des photos. Voilà, donc on est obligé de passer par les dessinateurs. Et moi, ce que j'aime bien dans cet exercice, quand on fait de la paléontologie, c'est que du coup, il y a forcément une part d'interprétation. Donc, c'est aussi assez marrant, en fait, parce que, bah, par exemple, là, ce basilic, voilà, morphologiquement, on présume qu'il était comme ça, mais au niveau des couleurs, on n'a aucune idée de comment il pouvait être. Donc, bah, ça, c'était à moi de le faire. C'est pas, enfin, c'est pas encore des psittacidés, mais c'est voilà des familles proches des psittacidés. C'est pareil, ces perroquets. Bah, pour le coup, pour les couleurs, je me suis amusée à lui faire une petite crête et tout. Bah, ça, c'était vraiment à moi de voir. Voilà, donc c'est aussi ça qui est sympa dans le travail quand on dessine avec des paléontologues, c'est qu'on peut aussi nous rajouter un peu notre touche et notre interprétation. Alors, deuxième rôle du dessin, en fait, les dessinateurs et le dessin naturaliste va être aussi au service de théories. Là, on est, bah, il y a un siècle, en fait, le professeur Osborne, un Anglais, je crois que c'est un des premiers à avoir émis cette hypothèse que les dinosaures, en fait, seraient proches, très proches des oiseaux. Et donc, du coup, il a inventé un animal, le Proavis, qui serait justement, vous savez, un peu le chaînon manquant entre les dinosaures qu'on connaît, les gros théropodes, et les oiseaux. Et donc, du coup, bah, comme c'était quelque chose d'inventé, pareil, il a eu besoin, enfin, il a fallu des dessinateurs pour pouvoir bah, finalement figurer en fait cette théorie, ce concept. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, vous voyez, vous avez plusieurs interprétations donc du proavis, du coup, cette espèce de chaînon manquant, enfin, qui est une théorie. Et par exemple, le premier, alors c'était aussi un paléontologue, William Plain Pycraft, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Lui, il l'imaginait plutôt volant, arboricole. Après, il y en a eu plusieurs en fait qui l'imaginaient qui vivaient sur le sol. Et donc en fait, les dessinateurs servaient justement à véhiculer aussi une théorie. Voilà. Après, on le réimaginait arboricole jusqu'au célèbre paléo-artiste, je ne sais pas comment ça se prononce, Zdenek Burian, qui à nouveau l'a remis dans les arbres. Voilà, donc euh, voilà aussi un. Alors là, bon, typiquement, je l'ai encore illustré en paléontologie, mais ça peut être pour d'autres sciences. Mais en tout cas, on a vraiment besoin des dessinateurs aussi pour justement bah, pour mettre en image et pour concrétiser certaines théories abstraites. Hop. Alors, autre raison pour laquelle on a besoin de dessinateurs, bah, c'est en fait souvent pour expliquer des choses, un dessin est beaucoup plus efficace qu'un long discours. Donc là, je vous ai donné deux exemples différents. Alors, je sais pas si on est à droite ou à gauche, comme je me retourne, mais donc ici, bah, tous les Guyanais, vous aurez reconnu le cacaoyer. Et ça, c'était pour une exposition à Paris. Et les Parisiens, ils n'ont pas de cacaoyer dans leur jardin en général, hein. Ils savent pas trop ce que c'est. Et donc, bah, du coup, j'ai fait une série de dessins bah, pour illustrer justement le pourquoi du comment du cacaoyer. Donc, avec les fleurs qui poussent directement sur le tronc pour montrer que c'est une espèce cauliflore. Les chirelles, ensuite en haut, voilà, et puis après les cabosses. Puis bon, là, il y avait aussi une histoire, comme il y a peut-être des gens du CIRAD, je sais pas, mais il y avait aussi l'idée de montrer la différence entre la population de cacaoyers Guyana et la Mélonado. Voilà. Et à côté, en fait, alors c'est plus un schéma, mais justement, on a aussi beaucoup besoin de dessinateurs pour en fait, tous les schémas que vous voyez, notamment dans les livres d'école, tout ça, ben, en fait, même quand aujourd'hui on passe souvent beaucoup par l'ordinateur et la tablette graphique, en fait, il y a toujours un dessinateur derrière.
Donc là, bah, en l'occurrence, c'est pour une araignée d'Europe, l'épère à diadème. Et puis, bah, vous voyez, quand on est dessinateur, on peut aussi s'amuser à mettre des petits clins d'œil, les petites loupes, les petits calendriers, tout ça. Voilà. Mais donc, une des principales raisons pour lesquelles on fait appel à nous, c'est vraiment pour expliquer, enfin voilà, pour montrer les choses, pour les expliquer. Et c'est souvent, c'est souvent pour des expositions ou des livres, bah, toujours pareil de vulgarisation scientifique. Hop. Alors, autre raison pour laquelle on a besoin de dessinateurs. Et du coup, je vais plutôt prendre en exemple l'exemple guyanais de mon collègue Julien Norwood. Donc ça, c'est deux papillons de la même espèce, ce sont les Heliconius. Et alors, il se trouve que dans cette même espèce de papillon, en fait, ils présentent deux patterns très différents pour les ailes. Et on ne sait pas pourquoi. C'est pas une histoire de mâle-femelle, c'est pas une histoire de répartition. Et donc, bah, du coup, Julien, pour illustrer cette problématique, en fait, il a décidé de montrer sur une même plante les deux individus d'Heliconius de la même espèce qu'on peut trouver. Et là, pour le coup, bah, en fait, si on voulait faire une photo de ça, ça aurait été très compliqué parce qu'il faut déjà avoir la chance que les deux papillons ils se posent au même endroit sur la même fleur et qu'on y soit, qu'on ait notre appareil photo et quand on dégaine notre appareil photo, ils ne se soient pas envolés. Et en plus, qu'ils ouvrent bien leurs ailes de la bonne façon, à la bonne lumière. Voilà. Donc, enfin, c'est quasiment impossible. Donc, c'est aussi pour ça, en fait, qu'on a besoin de dessinateurs parce qu'en fait, pour montrer certaines choses, certains concepts, en fait, il va falloir qu'on aille un peu plus loin que la réalité. Euh, et, euh, et donc, c'est beaucoup plus facile de le faire en dessin finalement que d'avoir une photo. Et là, c'est un petit peu la même chose. À côté, le pommier. Bah, je pense qu'il y a pas mal de botanistes. Vous savez qu'en Europe, enfin, en tout cas, c'est impossible d'avoir en même temps la fleur et le fruit. Et là, c'est pareil. Bah, l'idée, en fait, c'était de montrer sur une seule et même branche euh, les différentes étapes du pommier. Donc ça, c'est pareil. En fait, c'est des choses qui sont impossibles à avoir en photo. Et petit aparté aussi, comme là, je fais un petit peu la différence avec dessin naturaliste et photo. Et en général, le dessin naturaliste, c'est relativement cruelty-free. C'est-à-dire qu'on ne va pas enquiquiner, voire buter des animaux pour faire un beau dessin. Ce qui est quand même je dis pas tout le temps, mais il y a encore pas mal de photographes qui font ça, qui congèlent des, des reptiles pour après les remettre, ou des insectes qui collent à la glu. Enfin, c'est des méthodes assez cruelles. Je trouve surtout et un peu dommage quand on aime la nature. Voilà. Parce que en fait, ces photographes, pour avoir justement cet instant qu'ils veulent, en fait, ils sont obligés de tuer les bestioles pour avoir. Alors que nous, bah, les dessinateurs, on fait ce qu'on veut. Alors, je continue. Bah, toujours pareil, en fait, on va faire aussi beaucoup appel aux dessinateurs pour pouvoir répondre à certaines conventions scientifiques, notamment là pour je crois que c'est un macro, ouais. Pour le macro, en fait, bah, je ne sais pas s'il y a des ichtyologistes qui suivent la conférence, mais pour représenter les poissons, il faut toujours leur mettre la tête à gauche et les nageoires bien écartées. Et donc, bah, ça, c'est pareil sur un poisson mort, c'est pas forcément. Enfin, sur un poisson dans l'eau, c'est pas évident de prendre la photo. Sur un poisson mort, c'est pas non plus évident d'avoir toutes les nageoires bien écartées, etc. Et puis en plus, les poissons, quand on les sort de l'eau, souvent ils changent de couleur. Donc une des raisons, voilà, pour laquelle on va avoir besoin de dessinateurs, c'est aussi pour pouvoir justement répondre à des cahiers des charges comme ça, de présenter les animaux, les plantes sous un certain regard, sous un certain angle. Et là, je vous ai donné un deuxième exemple, c'est les abeilles sauvages de Guadeloupe. Et donc, c'était pour une clé d'identification, d'ailleurs, que j'avais aussi illustrée avec mon collègue Julien Norwood qui a dessiné les Heliconius. Et donc, bah, là, alors, pour le coup, c'est nous qui avions décidé c'est Julien et moi, en fait, qui avions décidé de les présenter avec ce point de vue-là, parce qu'il nous semblait que pour ces abeilles-là, c'était quand même assez important de voir les abdomens et pareil, de toujours les proposer dans la même position pour pouvoir justement comparer, parce que vous savez, les scientifiques, ce qu'ils adorent faire dans la vie, c'est comparer les choses. Et voilà, toujours pareil, en fait, là, ce travail aurait été impossible à faire en photo. Et notamment parce qu'en plus, pour ce travail spécifiquement, cette abeille, dont j'ai complètement oublié et le nom de genre et le nom de l'espèce, en fait, c'est une abeille qui est très, 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 très peu connue en Guadeloupe, voire pas connue. Je crois qu'il existe deux photos d'elle. Et du coup, bah, déjà, voilà, impossible.
d'avoir, avec deux photos un peu pourries, impossible d'avoir une belle image de cette abeille. Et en plus, comme justement, il y avait l'idée de les remettre toutes dans la même position, il y a des infos que j'avais pas. Par exemple, je crois que sur la photo qu'on m'a donnée, je voyais pas la couleur des pattes. Et donc, bah voilà, il y a un peu comme vous savez, les reconstitutions paléontologiques, là, j'ai dû faire aussi une interprétation, moi, de cette abeille. Voilà, exceptionnellement. Hop. Alors, une autre raison pour laquelle on fait appel à des dessinateurs, et ça, c'est peut-être quelque chose qui est moins connu et moins évident. Et c'est comme ça d'ailleurs que moi j'ai commencé, enfin c'est mon premier boulot rémunéré, incroyable. Euh, Il y a dans les années 90, les Maoris en fait ont demandé à tous les musées occidentaux, donc Europe, Canada et États-Unis, de leur restituer les têtes maoris qu'ils avaient dans leur musée. Et donc, les têtes maoris, en fait, c'était des têtes de guerriers tatouées que les Maoris, ils embaumaient. Ensuite, ils faisaient, alors, je ne sais pas trop, mais ils faisaient des rituels pour permettre à l'âme du guerrier de partir, etc. Et après, ils les enterraient. Et vous vous doutez de ce qui s'est passé. Les Européens sont arrivés en Nouvelle-Zélande. Ils ont trouvé ces têtes très belles. Et ils trouvaient ça très chouette à mettre dans leur cabinet de curiosité. Donc, ils ont commencé un trafic avec les Néo-Zélandais. Ils échangeaient les têtes contre de l'argent, des armes, enfin bon, bref. Et donc, voilà, il y a plein de têtes. Je crois que c'est des centaines de têtes qui sont retrouvées dans les musées. Et donc, les Maoris, dans les années 90, ont demandé donc, à tous ces musées de restituer leurs têtes. Et ils ont aussi demandé, toujours par respect pour leurs ancêtres, en fait, à ce qu'on les prenne plus en photo. Et, euh, et donc, il se trouve que, il y en avait à mon avis, on avait une petite vingtaine en France de têtes maoris. Le muséum de Rouen en possédait une. Et en fait, à sa réouverture, le muséum de Rouen a réouvert en 2007 ou 2008. Il a fait le vœu justement de restituer cette tête maori. Et pour garder quand même une trace et pour respecter justement les exigences des Maoris, ils m'ont demandé en fait de faire le portrait, enfin voilà, des dessins de cette tête. Donc en gros, bah là vous avez le profil droit, le profil gauche. J'avais fait deux faces, deux trois quarts. Une aussi qu'on retrouve pas mal sur Internet, c'est une de face en couleur. Et il se trouve que cette Maori, on en a. Alors, je sais pas si vous êtes passé à côté ou pas, mais quand on est un peu dans ce domaine-là, on peut dire qu'on en a beaucoup parlé parce que, en fait, le Quai Branly qui voulait pas restituer ces têtes Maori, en fait, via le ministère de la Culture, avait fait un procès à la ville de Rouen. Enfin, le muséum faisait partie de la ville pour ne pas que le muséum en fait restitue sa tête parce que le problème c'est que s'il y a un musée en France qui restitue sa tête après les autres ils allaient devoir un peu la restituer. Voilà. Et donc, du coup, on en a beaucoup parlé. C'est passé partout. Là, c'est un extrait du Monde, mais c'est même passé dans le journal de TF1, dans Télérama, enfin, partout, partout. Et donc, bah, du coup, justement, pour communiquer aussi autour de cette affaire, ben, voilà, du coup, pour toujours respecter le vœu des Maoris, on a utilisé mes dessins. Voilà. Et alors, j'insiste un tout petit peu sur ce sujet parce que c'est un sujet pour moi qui m'est cher, en fait, parce que, bah, en tout cas, enfin, en tant que dessinatrice naturaliste, moi, je me considère engagée dans le sens où enfin, je choisis de travailler avec des projets qui comptent pour moi et qui m'importent. Comme je travaille beaucoup dans les musées, dans les muséums, je m'intéresse aussi beaucoup un peu à toute l'histoire des collections. Et donc, dernièrement, c'est le Muséum de Toulouse qui a fait appel à moi exactement pour la même problématique. Et donc là, c'est des crânes malgaches qui ont été acquis de façon enfin, mal acquis pendant la période de la colonisation, soit des crânes en fait que vous savez, les administrateurs, etc. En fait, enfin, en général, c'est l'Académie des sciences qui leur demandait de rapporter des restes humains. Et déjà, l'objectif de ces restes humains malgaches, c'était en fait de pouvoir appuyer vraiment les théories scientifiques racistes de l'époque. Et donc, du coup, enfin, la collection là, de Toulouse, c'est des crânes qui ont été il y en a pas mal qui sont issus de cimetières qui ont été carrément pillés par ces administrateurs. Et après, il y a d'autres crânes qui, en fait, c'est des crânes de rebelles qui s'opposaient à la colonisation, qui sont morts au combat. Et là, il y avait une vraie démarche de sape, en fait, parce que pour ces populations malgaches, en gros, quand il y a un guerrier ou un chef guerrier qui meurt, en fait, son âme, elle est toujours là pour. Alors, je vulgarise beaucoup, hein, mais parce que je connais pas trop cette culture-là, mais pour donner de la force en fait aux gens qui restent.
et aux combattants qui restent. Et en fait, le fait justement de décapiter les chefs rebelles et de prendre leurs crânes et de les amener en métropole, bah, c'était vraiment une façon de saper aussi bah, les rebelles. Voilà. Et donc, c'est peu connu, mais il y a beaucoup de musées en France qui ont des collections comme ça de restes humains malgaches. Et donc, le Muséum de Toulouse, là, a un gros projet de publier, en fait, de mettre en ligne ses collections. Et toujours pareil, c'est poser la question de comment parler de ces collections en essayant de respecter justement bah, les malgaches et ces populations malgaches. Donc, ils m'ont demandé à nouveau de les dessiner plutôt que de les mettre en photo. Je pense aussi, même pour n'importe qui, souvent un dessin d'un crâne, des fois, certains des photos de crâne, ça peut un peu les choquer. Donc, je pense que le dessin, c'est pareil, comme il y a une interprétation supplémentaire, ça choque moins. Et après, voilà, de la part du Muséum de Toulouse, c'est aussi quelque chose d'un petit peu militant parce que avant que ce soit mis en ligne, en fait, ils ont fait un gros travail d'historien. Ils ont cherché dans les archives pour essayer d'en savoir le plus possible sur l'origine de ces crânes. Et l'objectif de les mettre en ligne, c'est de faire connaître cette problématique qui est pour l'instant pas connue pour deux raisons. Ils espèrent, bah, pareil, que ça va faire un petit appel d'air et un effet boule de neige et que peut-être d'autres musées en France vont du coup avoir envie de communiquer sur ces collections-là. Et après, ça va être aussi, bien sûr, pour faire connaître aux Malgaches qu'ils ont voilà, des restes humains, ils en ont beaucoup, dans les musées en France, et puis leur permettre justement de s'en saisir s'ils le veulent. C'est-à-dire que peut-être qu'ils n'en auront rien à foutre, ou peut-être qu'ils diront, eh ben, en fait, on va peut-être travailler de concert pour faire plus de recherches, notamment dans les archives à Madagascar, et peut-être qu'ils demanderont une restitution, mais en tout cas, ça leur appartient. Voilà. Et enfin, une dernière raison pour moi pour laquelle on fait appel à des dessinateurs et que c'est vraiment bien de faire appel à des dessinateurs. Alors après, je vous laisse juger par vous-même, mais en fait, en général, le dessin, ça provoque aussi beaucoup d'émotions. Déjà, souvent, les dessins comme ça, de nature et tout réaliste, en général, qu'on soit sensible ou pas au dessin et à l'art, souvent, les gens, ils sont quand même assez émus déjà, et puis ils trouvent ça beau aussi, souvent. Et pour moi, aujourd'hui, avec justement toute la technologie, les téléphones portables, où en fait tout le monde prend des photos tout le temps, on est quand même vraiment, enfin, on est noyé dans les photos. Et en plus, derrière la photo, les gens pensent souvent justement qu'il y a un truc un peu facile, c'est-à-dire on sait que c'est pas ça le métier de photographe et que c'est plus compliqué que ça, mais on a toujours un peu cette sensation quand on prend des photos, en fait, on a appuyé sur le bouton et on a fait une photo. Et du coup, sur des projets, quand on appelle des dessinateurs, en fait, quand il y a du dessin, je pense que ça donne aux gens un message où en fait, il y a une implication beaucoup, beaucoup plus importante justement dans le projet parce qu'on va pas juste faire une photo, voilà, on va faire un dessin et voilà, qui demande toujours plus de temps. Et puis, enfin, en tout cas, moi, je le vois, il y a toujours un peu un émerveillement des gens par rapport à ces dessins réalistes. Et je dis pas que c'est des émotions que provoquent pas des belles photos, mais voilà, je pense qu'avec le dessin, c'est assez facile d'avoir toutes ces émotions derrière. Voilà. Et donc, tout le travail que je vous ai présenté là. Donc, vous voyez, j'ai dessiné des crânes, des têtes maoris, j'ai dessiné des crânes malgaches, j'ai dessiné des hocos de Guyane, j'ai dessiné des trucs d'Océanie, de je sais pas d'où. Mais en fait, tout ça, je l'ai fait dans mon atelier à Paris. Au pire, je suis allée à Rouen ou à Toulouse pour dessiner les crânes, quoi. Donc, ça peut être un peu frustrant. Et ben, il y a un moment, j'ai voulu aussi bah, toutes ces choses chouettes que je dessinais, j'ai voulu les voir en vrai là où elles sont et pouvoir les dessiner sur le terrain, sur le vif. Donc, du coup, là, je vais vous raconter un petit peu justement à quoi ça sert aussi, parce que le dessinateur a aussi un rôle à jouer justement sur le terrain. Et je vais vous raconter tout ça. Voilà. Et alors, avant de parler de moi, ce que je vais faire pendant toute la conférence, finalement, je fais une petite parenthèse. Voilà. Sur une dessinatrice qui gagne à être connue. Alors peut-être que certains, en fait, c'est exactement comme Marcel Beau, l'égyptologue. C'est une dessinatrice qui a été complètement oubliée au XXe siècle. Elle est allemande et ça fait peut-être 10-20 ans maintenant, pareil, que l'Allemagne s'est réintéressée à elle et qu'on la réhabilite. Et donc, Maria Sibylla Merian,
Donc, elle a été formée au dessin par son beau-père. Et donc, alors, elle est allemande. Et il faut savoir que déjà, quand elle était petite, en Allemagne, elle faisait un truc qui paraissait complètement dingo, c'est-à-dire que elle ramassait plein d'insectes. Et en fait, elle les élevait chez elle parce qu'un des trucs qui la passionnait, c'était la métamorphose. Et il faut savoir qu'au moment où elle faisait ça, les gens, ils étaient encore convaincus que les papillons, c'était la génération spontanée, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien et pouf, il y a un papillon qui apparaissait. Et, euh, et donc, elle s'est mariée, elle a continué à dessiner, elle était assez connue, je crois, enfin, son travail marchait bien en Allemagne. Ensuite, je ne sais plus pour quelle raison, mais elle est partie s'installer en Hollande. Et justement, en fait, en Hollande, bah, c'était l'époque de la Guyane hollandaise. Et donc, elle a découvert tous ces cabinets de curiosité avec plein d'animaux, de papillons et tout, qui étaient ramenés des colonies. Et elle a voulu partir là-bas. Et donc, elle a divorcé de son mari parce que, en fait, enfin, je crois que ça c'était un peu avant parce qu'elle voulait se consacrer à son travail. Alors, vous imaginez, enfin, elle est née en 1647, hein. Donc, elle a divorcé de son mari pour se consacrer à son travail. Et elle est partie en Guyane hollandaise, toute seule avec une de ses filles. Elle avait deux filles avec une de ses filles qui s'appelait Dorothée. Et déjà, il faut savoir que c'est la première européenne ou européen à avoir fait un voyage uniquement dans une démarche scientifique. Elle, en fait, son objectif, c'était de découvrir et d'étudier, alors, tous les animaux, mais principalement les insectes et les papillons de la Guyane hollandaise. Alors, imaginez quand elle est arrivée là-bas, il n'y avait que des propriétaires terriens et ils sont bien foutus de sa gueule. Et autre chose aussi qui est hyper nouveau, c'est que bah, déjà à l'époque, en fait, en Europe, les insectes, on s'y intéressait pas du tout. Et la seule façon dont on représentait les insectes, c'était pour des métaphores par rapport à la Bible. Alors là-dessus, je suis pas calée, donc je vais pas pouvoir vous donner beaucoup d'exemples, mais je sais que la mouche, ça représentait le diable, ce genre de choses, en fait. Les scientifiques à l'époque ne s'intéressaient pas aux insectes en tant que tels. Et donc, elle, comme vous voyez, elle s'est intéressée aux insectes et je vous disais à la métamorphose. Et donc, du coup, elle a fait énormément de planches comme ça qui sont hyper complètes. Où vous avez les œufs, euh, la plante haute, justement. Et souvent, alors là, il n'y a pas trop, mais souvent, on a toutes les étapes de la plante haute avec les bourgeons, les fleurs, les fruits. Donc là, vous avez les œufs, la plante haute, la chenille, la chrysalide, le papillon. Et souvent, il y a toujours un deuxième insecte qui se balade. Et en général, il y a aussi toutes les métamorphoses. Là, c'est pas le cas du deuxième insecte. Et en fait, c'est la première, pareil, européenne à avoir justement associé des papillons ou d'autres insectes à une plante. Parce qu'en fait, à cette époque-là, on dissociait les choses, quoi. Il y avait les oiseaux d'un côté, les plantes de l'autre, etc. Et donc, on dit aujourd'hui que c'est un petit peu la mère de l'écologie, parce que voilà, c'est la première en fait à avoir en fait remis bah, des animaux dans leur environnement. Voilà, donc bah, je vous invite à noter ou prendre en photo son nom et de vous y intéresser parce que, bah, en plus, voilà, pourquoi aussi je fais ce petit parallèle-là, c'est que forcément, moi, dans les conditions que je suis venue travailler en Guyane aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la démarche de Maria Sibila Merian. Enfin, je pense que, euh, on va dire, il y avait vraiment une beaucoup plus grande implication de sa part. Enfin, de toute façon, elle y allait un peu au péril de sa vie. Je ne sais plus quelle maladie elle a chopé là-bas, mais elle est rentrée malade. Sur le bateau, je pense que c'était pas hyper safe et il y avait aussi moyen de mourir sur le bateau. C'était plusieurs mois de trajet. Enfin, moi, j'ai pas eu besoin, voilà, j'ai pas eu besoin de divorcer. J'ai pas eu besoin de vendre tous mes meubles, tous mes dessins qui sont à Paris pour pouvoir venir en Guyane. J'avais juste besoin de mettre à jour mon passeport, quoi. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile. Et la traversée maintenant de l'Atlantique, c'est plus que 9 heures. Donc, voilà, c'est pas la même approche, quoi. Voilà. Et donc, bah, du coup, je vais vous raconter un peu mon expérience en Guyane et pareil, vous dire en quoi, pour moi, le dessinateur est hyper important bah, quand on fait des projets comme ça sur le terrain. Alors, hop, bah, la première chose, c'est que justement, comparé à mon bureau à Paris, bon, bah, sur le terrain, il faut s'adapter, c'est pas toujours évident. Des fois, comme ici, là, c'est en Charente, on est au mois d'octobre, donc on est dans la boue, le froid et la pluie. Là, c'est le problème inverse, en fait, en Guyane. La première fois que je suis allée dessiner en Guyane, j'avais pas fait gaffe, j'avais laissé mes pastels gras au soleil et ils ont fondu. Voilà. Et donc là, en fait, là, typiquement, là, j'étais à Maripasoula et on était en plein cagnard. En fait, on devait partir dans le Haut-Maroni et là, il y a les Wayana qui nous emmenaient, qui jouaient au baby-foot, tout ça. Donc, on les attendait, on les attendait. Donc, je suis venue dessiner. Il était 13 heures, je crois, on était en plein cagnard et du coup, bah, le parapluie a servi à protéger mes pastels et moi, je me suis chopé des gros coups de soleil. Voilà.
Et puis bah, après, alors ça, vous voyez, c'est un dessin que j'ai fait depuis la pirogue. Donc bah, c'est pareil, il faut s'adapter, c'est pas toujours pratique. Là, j'avais les pieds dans l'eau, il y avait un petit crabe, vous savez, les crabes, les crabes boîtes là, qui venaient un peu me pincer les pieds. Euh, voilà. Et puis alors en plus, alors normalement, justement, quand on dessine comme ça sur le terrain, l'idée, ce serait d'être assez malin et d'être un peu dans l'économie de moyens. Alors moi, je ne sais pas si c'est mes origines méditerranéennes, mais je suis jamais dans l'économie. Donc en plus, j'apporte tout, quoi. J'apporte les gouaches, la palette, le pot d'eau. Puis comme je sais jamais si je vais dessiner ou enfin faire des gouaches ou du pastel, en général, j'apporte plusieurs trucs. Donc moi, je pars vraiment chargée comme une mule, quoi. Voilà. Hop. Donc, la première chose pour laquelle peuvent servir les dessinateurs, et là, ça fait un petit peu écho à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est bah, assister vraiment les scientifiques dans leur travail. Et donc là, j'ai pris en exemple, donc ça, c'est une mission qu'on a faite avec le Muséum de Paris chez les Wayana, donc les Amérindiens qui habitent sur le Haut-Maroni qui pratiquent le maraquet. Alors, si jamais il y a des gens de métropole qui connaissent pas la Guyane, le maraquet, donc c'est un rituel où les Wayanas en fait vont se piquer, vont planter des insectes, donc soit des guêpes, soit des fourmis, dans une natte qu'ils ont tressée, et ils vont s'enrouler la natte autour de leur corps et se piquer avec ces insectes. Et il se trouve que chez les Wayanas, en fait, il y a 9 étapes dans le maraquet. Donc, en fait, dans ces 9 étapes, on va se piquer avec 9 guêpes et fourmis différentes. Et la communauté scientifique, avant cette mission, en fait, connaissait que 2 voire 3 guêpes et fourmis. Et donc, l'objectif de cette mission, c'était de pouvoir mettre un nom latin sur toutes les guêpes et fourmis. Donc, du coup, c'est une mission qui était composée d'entomologistes, d'ethnologues et un ethno-entomologiste, et nous, les dessinateurs. Et donc, l'objectif de la mission, c'était que les guides Wayana, vous voyez, là, il y a nos guides Wayana, en fait, ils amènent les scientifiques sur le terrain, qui capturent toutes les guêpes et les fourmis qu'ils utilisent, et comme ça, ensuite, les scientifiques peuvent les identifier. Sauf que bah, le temps d'une mission en Amazonie, c'est pas forcément évident de capturer les 9 guêpes et fourmis. Et donc, en fait, on a eu une idée, c'est-à-dire que pour les guêpes, les fourmis, c'était OK, mais les guêpes que les scientifiques n'ont pas réussi à attraper, en fait, Julien, du coup, il a commencé par échanger avec Claire, qui est là, qui est entomologiste, parce que à force de discuter avec les Wayana, en fait, voilà, elle suspectait que ce soit le genre Polybia. Donc, du coup, Julien a fait des silhouettes de Polybia. Et ensuite, les ethnologues et les entomologistes interrogeaient les Wayana, et Julien faisait des portraits robots de ces guêpes. Et du coup, bah, les portraits robots de Julien, et moi, j'en avais refait aussi un petit peu après, quand j'étais revenue, ça a permis aux scientifiques de mettre des hypothèses et donc de pouvoir quand même avancer la question sur les guêpes et les fourmis qui n'avaient pas été attrapées. Alors, autre exemple, alors là, je vous avais promis la Guyane, mais là, on revient un petit peu en métropole. Donc moi, tous les ans, j'ai la chance de participer à un chantier de fouilles paléontologiques en Charente. Et actuellement, les scientifiques travaillent sur un truc qui est, on va dire, très fin. En fait, sur les gros morceaux d'eau de sauropodes, donc vous savez, les gros, alors là, c'est pas un diplodocus, mais c'est de la même famille, et de stégosaures, en fait, on trouve des traces qu'ils appellent des traces facettées. Et ça, c'est quelque chose pour l'instant qui n'existe pas dans la littérature scientifique. Donc, c'est en tout cas des traces, soit qui n'existent pas sur les autres sites de fouilles, soit qui n'ont pas été repérées. Et bah, du coup, l'objectif des scientifiques, je l'ai dessiné en haut, c'est de toutes les mesurer, d'essayer de comprendre l'origine de ces traces. Et en fait, alors les os qu'on retrouve en Charente, là, ils sont vraiment tout noirs. Et ces traces facettées, elles sont vraiment très subtiles, en fait. C'est-à-dire que quand on n'a pas l'œil, on passe à côté. Et même moi, maintenant que les paléontologues me les ont montrés, une fois sur deux, je les rate. Et du coup, j'ai fait un dessin. Alors, là, avec la reproduction, c'est pas si évident que ça, mais c'est pareil, en fait. L'avantage du dessin, c'est qu'on va, ben, comme on fait ce qu'on veut, en fait, moi, j'ai délibérément éclairci en fait les traces facettées pour qu'elles puissent ressortir par rapport au reste. Donc, en fait, le dessin, ça permet vraiment aussi de pointer les choses, en fait, de montrer ce qu'on veut, parce que, on va dire, même si on faisait un appel à un photographe avec le bon outil et tout, avec la bonne lumière, ben, si l'os il est tout noir et en plus ils sont brillants aussi, donc c'est beaucoup plus facile en fait de faire ressortir ces traces facettées en dessin qu'en photo. Voilà, donc autre exemple. Mais en fait, voilà, pour moi, aujourd'hui, le rôle d'un dessinateur sur le terrain, ça pour moi, c'est plutôt un peu le plus, voilà, quand on peut aussi aider les scientifiques dans leur travail de recherche.
Mais pour moi, ça va être justement tout le reste, tout ce que ça engendre autour. Et une des premières choses, c'est qu'en fait, le dessinateur, il crée du lien. Parce que bah déjà, euh, on n'a pas en fait, on n'a pas toujours, enfin, on n'a pas l'habitude toujours de voir des dessinateurs débarquer. Et ça, tous les gens qui dessinent ici pourront vous le confirmer. Dès qu'on se pose quelque part, qu'on sort son carnet, qu'on sort ses feuilles et qu'on dessine, il va y avoir toujours des gens qui vont commencer par venir discuter. Et nous, ça, on l'a vraiment vu bah, autour de la mission, là où je vous ai montré tout à l'heure Julien qui dessinait les portraits robots des guêpes. En fait, bah, il faut savoir que les Wayana, voilà, ils nous ont vu débarquer à 7 occidentaux dans leur village. Les relations entre les Wayana, les scientifiques ou même les Blancs ne sont pas toujours bien passées. Au départ, ils nous regardent un petit peu du coin de l'œil. Et le fait, alors il n'y a pas que ça, mais le fait justement que pendant une semaine, ils nous voient dessiner comme ça dans le village, ça a vraiment permis, enfin, c'est ce qui a contribué à briser la glace. Et vous voyez, enfin, ça se passe toujours comme ça, c'est-à-dire qu'au départ, c'est beaucoup les enfants qui viennent nous parler. Là, c'est Julien qui est en train de montrer ses dessins. Après, eux-mêmes venaient nous montrer leurs dessins. Et petit à petit, en fait, après les enfants, il y a les adultes qui commençaient à venir, qui nous disent, ah oui, moi aussi, j'aimais bien dessiner quand j'étais petit, mais j'ai arrêté tout ça. Et pareil, autre approche, c'est que en fait, quand on va dans les villages Wayana, on va vraiment chez eux. Et en même temps, comme c'est des choses que nous, quand on est européens, on n'a jamais vu et que c'est un truc qu'on reverra peut-être jamais, on a forcément envie de prendre plein de photos, quoi. Sauf que ben, c'est comme si quelqu'un venait dans notre jardin et prenait des photos, c'est quand même très intrusif et c'est pas forcément bien perçu. Et là, c'est pareil, le fait de dessiner. Alors au départ, ils sont un peu intrigués, ils se demandent ce qu'on fait, mais on va dire c'est une approche qui est beaucoup moins intrusive que la photo. Et puis c'est pareil, en fait, pour faire ces dessins-là, ça demande du temps. Voilà, donc du coup, bah, enfin, au départ, ils nous regardent un peu du coin de l'œil, c'est un peu bizarre. Puis après, ils finissent par discuter avec nous quand on dessine. Et pareil, tout le temps qu'on donne, ça donne aussi une autre intention à toutes ces images. Et pour l'anecdote, bah là, quand on était à Antekumpata, en fait, il y a un moment, il y a une pirogue de touristes qui a débarqué. Moi, j'étais en train de dessiner justement dans le Carbet de Mimicikou, un des vanniers, j'étais en train de le peindre, en train de dessiner. Il y avait les enfants qui faisaient les andouilles à côté de moi. Et en fait, bah, du coup, je me suis fait canarder de photos par les touristes comme le reste des Wayana. Et voilà, c'est vrai que c'est une sensation qui n'est pas spécialement agréable. Et donc, la raison aussi pour laquelle on fait beaucoup appel aux dessinateurs, c'est pour faire de la médiation et souvent bah, pour justement faire connaître enfin, aux gens, n'importe qui, justement des programmes scientifiques, etc. Et aussi que la population, d'une façon générale, puisse se l'approprier. Et donc, moi, ce que j'ai beaucoup fait en Guyane, c'est des ateliers dans les écoles. Et en général, les dessinateurs scientifiques, en fait, comme on a un peu la double casquette, c'est-à-dire qu'on à la fois science et dessin, à la fois bah, c'est voilà de l'éducation artistique et culturelle, puisque bah voilà on, on fait découvrir aux enfants une discipline artistique bien spécifique. Et en fait, en général, les institutions qui font appel à moi, il y a aussi toujours la volonté de faire la sensibilisation à l'environnement, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait de dessiner ces animaux, en fait, ça demande juste aussi à plus s'y intéresser, à mieux les observer, etc. Et puis après, bah, je fais partie des gens, et en général, les gens qui m'embauchent aussi, qui pensent et qui espèrent que plus on connaît notre environnement, plus on connaît ce qui nous entoure, plus on aura envie plus tard de la respecter, de la protéger. Voilà. Et donc, en exemple, j'ai pris un projet qui est très chouette. C'est donc l'année dernière, j'ai été invitée par le parc amazonien qui travaille à Papaichton. Donc Papaichton, c'est un village noir-marron qui est en ben, rapidement entre Maripasoula et Saint-Laurent, mais plus près de Maripasoula. Et donc là-bas, il y avait un programme, il y avait un ABC. Les ABC, c'est les atlas de la biodiversité communale. Et donc en général, ces programmes, l'idée, c'est de faire un inventaire sur 3 ans de toute la biodiversité, mais aussi à la fois de s'intéresser au savoir des populations locales. Parce qu'en plus, souvent, bah, comme on est avec des populations qui connaissent plus les... Alors là, pour le coup, les Wayana, ils connaissent... pas les Wayana, les Aloukou, ils connaissent beaucoup plus tous ces animaux dans leur langue que dans le français. Donc pendant longtemps, en fait, on a un peu pas fait attention à leur savoir ou méprisé parce qu'en fait, ils les appelaient pas par le bon nom, on va dire. Donc il y a ça, c'est s'intéresser aux savoirs locaux et aussi
faire justement de la médiation ou faire un échange voilà, de savoir, c'est-à-dire voilà, faire un échange avec des ateliers, des sorties naturalistes, etc. Et donc, avec moi, l'idée, c'était que les enfants, ils dessinent toujours avec le regard du dessinateur naturaliste les trois gros groupes d'animaux qui étaient étudiés lors de cet ABC, c'est-à-dire les amphibiens, les oiseaux et les poissons. Et parce qu'après, il y a toujours aussi 'fin, une volonté, 'fin, pour vraiment réussir le projet, de valoriser aussi le travail des enfants. Et donc, l'idée qu'on a eue, c'était vraiment un travail d'équipe avec le parc. Ça a été en fait, de transformer ces dessins en jeux de cartes. Donc, vous voyez, là, c'est là-haut. En fait, on a fait des beaux jeux de cartes. Et pareil, il n'y a pas que moi qui avait été sollicité dans ces ateliers, il y avait aussi les artistes Tumbé. Donc là, c'est Carlos Adaoudé qui est Tumbéman, avec aussi l'idée, on se pose la question quand on est en Guyane, de ne pas proposer une seule vision de l'art et du dessin. Donc en fait, voilà, du coup, tous les dessins d'animaux que les enfants ont fait avec moi, c'était le recto. Et ensuite, les Tumbé qui avaient fait les enfants avec les artistes Tumbé, c'était le verso. Et comme ça nous a fait un magnifique jeu de cartes. Et donc ensuite, on a imprimé ce jeu de cartes chez l'imprimeur, on a fait une belle impression. Et du coup, d'une part, je pense que les enfants étaient assez fiers de voir leurs dessins comme ça, parce que ça rend vachement bien sur le jeu de cartes. Et après, l'objectif de ces jeux de cartes, c'est qu'ils restent justement dans les écoles où on est passé pour que ensuite les petits frères, les petites sœurs et les voisins, etc., jouent avec les jeux qu'ont fait les grands. Et puis, une façon de jouer. Alors là, on avait fait un memory pour les petits et un qui est. Les façons de jouer avec c'est aussi une façon de s'approprier et de connaître la biodiversité de là où on habite. Voilà. Et alors, une autre raison pour laquelle on a fait appel à moi, et souvent, j'ai beaucoup travaillé avec mon collègue Julien, donc là, Julien fait aussi partie de cette aventure, c'est pour tout ce qui est les accords de Nagoya, où en fait, alors c'est souvent pour tout ce qui est bioéthique, mais en tout cas pour les missions comme ça, comme on a pu faire dans le Haut-Maroni chez les Wayana. En fait, déjà, on demande à ce que ces missions, pour qu'elles soient menées, il y ait l'accord des populations qui nous accueillent. Ça paraît logique, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, c'était pas si évident que ça. Et on demande aussi, on demande deux autres choses en plus. On demande à ce qu'il y ait un échange culturel. C'est-à-dire que là, par exemple, en fait, les ethnologues, ils sont allés beaucoup interroger les Wayanas sur le Maraquet, mais aussi toutes leurs traditions, leurs savoirs, etc. Et en fait, l'idée, c'était que si les Wayanas, voilà, faisaient part et transmettaient leur savoir aux ethnologues, il fallait que nous, la mission, en contrepartie, on partage aussi nos savoirs. Et l'autre chose aussi qu'on demande dans le cadre de ces accords de Nagoya, c'est aussi qu'il y ait une restitution. C'est-à-dire que après la mission, il faut que les Wayana, en fait, ils voient ce qu'on a fait de cette restitution. Donc, je vais vous montrer tout ça en images. Voilà. Donc, pour l'échange culturel, en fait, du coup, c'était mon collègue Julien et moi qui étions l'échange culturel, puisque pendant que les scientifiques faisaient leur travail de scientifique, en fait, nous, on a fait comme ça, enfin, on est passé dans pas toutes les écoles, mais beaucoup d'écoles des villages du Haut-Maroni pour faire des ateliers, toujours pareil, hein, de dessin naturaliste, où là, justement, on dessinait les fourmis, puisque du coup, comme les scientifiques venaient travailler autour du Marrakech sur les guêpes et les fourmis, donc en fait, on faisait dessiner au Wayana les fourmis qu'ils connaissent bien en général. Il y en a certaines d'ailleurs, la fourmi manioc, ils la mangent. Ils nous ont dit qu'ils la faisaient griller, ça avait un goût de citron. Et, euh, et voilà, donc toujours pareil dans l'idée de faire connaître notre métier et de leur montrer aussi notre façon à nous de dessiner la nature. Donc ça, c'était vraiment tout ce qui était échange culturel. Et ensuite, et là, c'est tout frais. Ah, alors attendez, je vais vous le faire passer en même temps. Justement, après, il y a eu l'objet de la restitution. Parce que les Wayana, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est des gens qui n'ont pas du tout une culture écrite. Et clairement, en fait, si les ethnologues avec lesquels on était, les entomologistes, en fait, en guise de restitution, ils leur envoient une photocopie de leur article, franchement, autant rien faire, quoi. Et vas-y, regarde et puis fais passer. Et donc, avec les scientifiques, on a réfléchi à un objet que pourraient s'approprier les Wayana. Et donc, toujours pareil, en fait, on a pensé à faire un jeu. Là, c'est sur le principe du jeu du mistigri ou du pouilleux, vous savez, où on fait des paires. Et donc, l'idée, c'était de le. Voilà, du coup, la restitution, ça va être, on vient de commencer, de le distribuer, en fait, à tous les villages, dans les écoles et aux enfants Wayana. Voilà. Et vous verrez, en fait, pour ceux qui sont là et à qui je fais passer le jeu, on a aussi pris le parti de l'imprimer justement sur des grandes cartes, faire des belles impressions et tout,
pour le montrer aussi aux adultes. Et d'ailleurs, là, enfin, ça a marché puisque je vous parlais qu'il y avait certaines espèces qui étaient hypothétiques. Et en fait, Nicolas, l'ethno-entomologiste, qui est venu avec moi là dans le Maroni sur le Maroni pour présenter le projet. En fait, pareil, quand il a montré certaines guêpes, il y a des Voyana qui ont commencé à dire non, mais c'est pas exactement celle-là, etc. Donc, en fait, voilà, du coup, c'est Julien et moi qui avons fait les illustrations. Et donc, l'objectif, c'était de faire une belle restitution et une restitution qui marche et qui serve à quelque chose. Et donc, là, vous voyez, du coup, malheureusement, on n'a pas pu aller jusque dans le Haut-Maroni cette année parce que c'était il y a une semaine. J'y étais il y a une semaine. Et vous savez, c'est trop sec. Mais par contre, on est allé justement au collège de Marie Passoula. Et là, notamment, c'était pendant midi. En fait, les enfants qui voulaient, ils venaient au CDI. Et donc, on a fait des parties de jeux de cartes. Voilà. Et autre chose, peut-être, petit aparté, j'ai pas mis de photo, mais toujours un peu dans le lien avec le dessin. En fait, parce que bon, ceux qui connaissent un peu, qui ont déjà travaillé avec les Wayana ou d'autres populations amérindiennes, au départ, on débarque, nous, comme ça, ils se demandent un peu ce qu'ils nous veulent. Et en fait, pareil, pour briser un peu la glace, je leur ai justement montré toutes les peintures que j'avais faites dans leur village, dans le Haut-Maroni. Et franchement, ça, c'est pareil, c'est un truc génial. C'est-à-dire que tout de suite, ça brise la glace. Ils ont reconnu tous les endroits, on joue un peu de vinette, tous les anciens et les anciennes que j'ai dessinés les ont reconnus. Donc, enfin, pour moi, le dessin, c'est vraiment un super outil de médiation aussi, voilà, pour briser un peu la glace. Et pareil, le fait que ça leur montre aussi, comme je suis allée déjà dessiner là-bas, ça leur montre aussi que j'y suis déjà allée, que je connais, voilà, que je suis pas juste de passage, je passe et je reviens. Voilà. Et donc, du coup, donc, en fait, le jeu est sorti de chez l'imprimeur, je crois, il y a 15 jours. Donc, c'est vraiment tout chaud, tout frais. Et donc, ça, c'est le projet en cours parce que du coup, la restitution n'est pas terminée. On est très fiers de ce projet. Voilà. Et puis après, la dernière raison pour laquelle le rôle que jouent les artistes sur le terrain, c'est-à-dire que normalement, si vous êtes scientifique et que vous invitez un artiste à venir travailler avec vous sur le terrain, si vous choisissez un artiste qui n'est pas un tir au flanc, on va dire, enfin, après, en fait, son artiste, il peut pas s'empêcher de faire l'artiste, et c'est-à-dire de diffuser en fait son travail. Donc, il va en faire des bouquins, des expositions, etc. Et donc, ça permet aussi justement de donner une visibilité à des projets scientifiques qui n'ont pas forcément, enfin, qui touchent voilà, des gens qui n'auraient pas forcément accès à ces projets. Et donc là, pareil, deux exemples. En 2022, toujours avec mon collègue et binôme Julien Norwood et moi, en fait, de notre première mission en Guyane, on en a fait une exposition aux Grandes Serres du Jardin des Plantes à Paris. Et en fait, lors de cette exposition, comme justement nous, en fait, tout le temps qu'on était en Guyane, on était toujours dans le sillage des scientifiques. En fait, on a voulu aussi, à l'occasion de cette exposition, à travers les plantes, comme c'était aux Grandes Serres du Jardin des Plantes, valoriser des programmes de recherche de scientifiques qu'on avait rencontrés en Guyane. Notamment Céline Leroy qui travaille sur les AECMEA et avec la question du réchauffement climatique. Christophe Proisy aussi, que certains connaissent peut-être, qui travaille sur la dynamique des mangroves. Et donc voilà, c'était une façon de diffuser aussi, de faire connaître tous ces projets-là en dehors de la Guyane. Et par exemple, là, on était très contents, on a eu 27 000 visiteurs. Et l'objectif aussi, à côté de ça, c'était aussi de donner une autre image que celle, vous savez, de l'insécurité et de l'orpaillage, qui est en général la seule image qui arrive de la Guyane jusqu'en métropole. Nous, c'est pas cette Guyane-là qu'on a vécue. Et l'objectif, voilà, c'était aussi de donner une autre image. Et donc, je pense, en tout cas, enfin, j'espère voilà, que les visiteurs qui sont passés auront apprécié voilà, d'avoir autre chose que les clichés qu'on véhicule tout le temps. Et là, autre exemple, donc c'est sur le chantier de fouilles paléontologiques sur lequel je vais dessiner tous les étés. Là, pour le coup, ça a fait l'objet d'un article dans une revue qui s'appelle Bout du Monde. Donc, vous voyez, c'est une revue sur les carnets de voyageurs. Donc, pareil, c'est pas forcément les gens qui s'intéressent à la communauté scientifique qui vont lire ce magazine. Et donc, voilà, c'est aussi toujours pareil, une façon de faire connaître tous ces projets à des gens qui, à la base, vont pas avoir la culture ou l'envie de se renseigner sur les projets scientifiques. Et d'ailleurs, j'avais eu beaucoup de retours positifs justement aussi sur ce livre, enfin ce magazine et cet article. Voilà. Et donc pour terminer, j'espère que je vous endors pas trop. Je vais essayer de faire vite. Je ne sais pas combien de temps il reste.
Il est midi? Je vais- Non, non, je vais essayer de terminer. En fait, là, jusqu'à présent, je vous ai vraiment montré comment le dessinateur, on va dire, comment le dessin naturaliste, en fait, en quoi il est au service de la science. Et je voulais juste terminer une petite conclusion sur comment moi, du coup, en tant qu'artiste aussi, je me nourris du travail des scientifiques pour faire mes projets d'artiste. Et j'en viens justement à ma résidence d'artiste au Nourac, parce que c'était un peu l'objectif de cette conférence aussi. Voilà, donc j'y suis restée un mois, tout le mois d'octobre. Et peut-être justement par le fait que moi, dans mon travail, en fait, je nage vraiment dans l'univers scientifique. Quand j'ai eu l'opportunité de faire cette résidence et qu'il a fallu trouver, on va dire, un projet artistique, en fait, ma première démarche, ça n'a pas été de regarder ce que les artistes ont fait sur la forêt amazonienne, etc. Ma première démarche, ça a été de contacter les scientifiques. Et pour le coup, là, j'avais contacté David Dumoulin-Kervran, que certains connaissent peut-être, qui est un sociologue qui a travaillé sur la station des Nouragues, puisque comme justement je baigne dans ce domaine scientifique, moi, ce que j'aime aussi en tant qu'artiste, c'est donner un peu une vision un petit peu enfin, avoir un peu de recul. Et moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est histoire des sciences, de l'épistémologie, tout ça. Et donc, David, en fait, il est parti au Nourac plusieurs fois. Il a travaillé là-bas en tant que sociologue. Et comme première approche des Nourac, j'avais envie justement d'avoir la vie d'un. Alors, il est scientifique aussi, mais d'un scientifique justement qui regarde les scientifiques travailler. Et alors, en discutant avec David, en fait, il m'a dit un truc ce jour-là. Il m'a dit, mais en fait, c'est rigolo. Il me dit, parce que les scientifiques, ils vont au Nourag au milieu de la forêt, comme ça, un endroit complètement inaccessible, dans une réserve intégrale, pour pouvoir étudier la forêt intacte. Mais il m'a dit, mais en fait, cette forêt, ils l'ont transformée en laboratoire géant. Et en fait, quand il a dit ça, ça a justement fait écho au travail d'autres scientifiques que j'avais rencontrés en Guyane, et notamment Guillaume Audon et Damien Dévy, où je me suis dit, mais en fait, c'est trop drôle, parce qu'en plus, cette station des Nouragues, voilà, elle a été occupée notamment par les populations précolombiennes. Enfin, voilà, en gros, ça m'a fait, enfin, là, tout de suite, en fait, il y a tout le truc qui s'est déroulé, mais grâce justement tous les projets que j'avais fait avant en Guyane avec les scientifiques, en fait, voilà, il y a un peu tout qui s'est mis en place dans ma tête. Et donc, je me suis dit, ben, je vais faire un projet autour du paradoxe de la forêt vierge. Et là, pareil, j'en reviens un peu à mon travail de quand je fais de la pédagogie. En fait, moi, quand je fais de la pédagogie, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est pour que ça rentre dans le crâne, c'est toujours casser les clichés. Et la forêt amazonienne, on peut dire qu'on est servi parce qu'avoir des clichés, il y en a un paquet, hein. Le poumon de la forêt, tout ça. Et donc, dans les clichés, il y a la forêt vierge. Et pareil, en fait, quand on parle d'épistémologie, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, vous voyez, en fait, une fois que j'ai eu cette idée, pareil, pour préparer mon projet, là, en fait, je suis allée voir à nouveau plein de scientifiques avant de partir au Nourag. Et il y a notamment Stéphane Rostin, dont je connaissais le travail et qui avait aussi qui avait pu me recevoir pour m'en dire un petit peu plus. Et lui, il parle carrément de racisme qu'il y a pu y avoir de la part notamment des archéologues qui ont étudié, vous savez, les civilisations mayas, aztèques, parce qu'en fait, voilà, c'était des constructions, on va dire, en dur qu'on voit. Et en fait, pendant très longtemps, ils ne se sont pas du tout intéressés à l'archéologie en Amazonie, parce que pour eux, il y avait juste trois clampins avec un pagne qui se baladaient en forêt. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on est en train enfin, on découvre petit à petit, ça fait 30 ans en fait qu'on s'aperçoit que la forêt amazonienne était très habitée. Alors je parle sous couvert des archéologues et de tous les écologues qui travaillent là-dessus. En tout cas, ils pensent aujourd'hui qu'avant l'arrivée des Européens, il y avait peut-être jusqu'à 10 millions de personnes qui habitaient dans cette forêt amazonienne avec des grands axes, des villes avec 10 000 habitants, etc. Et ça m'intéresse aussi, en fait, tout ce biais. Enfin, en fait, pour moi, la science, on essaye de faire en sorte que ce soit objectif, mais ça l'est jamais. En fait, vous voyez, c'est toutes ces choses-là, moi, qui m'intéressent. Voilà. Et donc, du coup, en fait, voilà, je me suis nourrie de tous les échanges que j'avais déjà eu avec les scientifiques avant d'avoir ce projet de résidence. Et quand je l'ai eu, en fait, j'ai continué de me nourrir de ce travail de recherche, soit en rencontrant directement les scientifiques, soit en faisant le truc classique, en lecture, en regardant des documentaires, des podcasts. Stéphane Rostin, c'est facile. Vous tapez Stéphane Rostin dans Radio France et vous avez au moins 20 émissions où il raconte tout ça. Voilà, donc je vous invite à le découvrir aussi. Et donc, du coup, suite à tout ça, je suis partie au Nourag. Voilà, donc on est parti en pirogue, mais c'est le sujet du moment, grosse sécheresse, donc on a fini comme ça. Voilà.
Et donc, du coup, moi, voilà, mon projet, c'était, donc, vous voyez, je suis partie, alors, c'est un grand carton qui fait 50 par 70, donc je suis partie avec mes gros cartons à dessin sous le bras dans la forêt pour aller dessiner justement ces marqueurs anthropiques. Et moi, ce que j'imaginais, c'était à chaque fois faire des grandes peintures avec, au milieu, perdu dans la forêt, ces marqueurs anthropiques. Et alors, donc, on peut voir aussi les contraintes du terrain avec mon pauvre carton qui résistait pas à l'humidité. Et en fait, il était, vous voyez, là, je me posais sur la barrière pour peindre. En fait, il était tout mou. Donc voilà. Bon. Et donc, l'idée, c'était d'avoir certains marqueurs anthropiques assez évidents, comme cette turbine électrique qui est vraiment, en plus, au milieu, à côté, il y a une petite cascade et tout. Le décor est trop beau. Donc, on a cette turbine électrique qui est complètement perdue au milieu de la forêt, mais pour le coup, qui se voit bien. Et des marqueurs, justement, beaucoup moins évidents. Comme bah, là, on en revient justement à l'occupation précolombienne. Et pareil, je raconte tout ce que les scientifiques m'ont raconté, c'est-à-dire qu'il y a certaines espèces de palmiers, dont des espèces d'Astrocarium et d'Onocarpus, dont on va dire la présence en grande quantité euh, et peut-être justement une marque anthropique parce que ils ont pu prouver que les populations précolombiennes auraient justement favorisé ces espèces de palmiers. Et ça, je trouve, moi, c'est quelque chose que je trouve très amusant parce que c'est vrai que nous, toujours pareil, occidentaux, européens, quand on voit une forêt avec plein de palmiers, enfin pour nous, c'est un peu le summum quoi, de la forêt vierge, etc. Et finalement, bah, ces palmiers, en fait, traduisent plutôt le passage de l'homme et des habitations. Et l'idée, c'était aussi justement bah, de questionner un peu sur nous tout finalement, qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est culturel, voilà, c'est un peu pour questionner tout ça. Et puis, bah, moi, voilà, pour qu'il y ait un peu des pièges, c'est-à-dire que voilà, les visiteurs se posent vraiment la question quand ils voient cette peinture avec plein de palmiers et qu'ils se disent, mais mince, alors où il est ce marqueur anthropique? Voilà. Hop. Et donc, du coup, au Nourag, il y a eu trois. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé, toujours grâce à mes recherches et à tous les gens qui étaient là aussi, qui m'ont aidé à trouver trois périodes, on va dire. Il y avait toute l'occupation précolombienne. Et là, notamment, je suis en train de dessiner. Alors là, on ne les voit pas très bien, justement, parce qu'avec la photo, on voyait pas à cause de l'exposition. Mais là, il y a des polissoirs, du coup, amérindiens. Donc là, je suis en train de peindre ces polissoirs. Ensuite, il y a eu l'exploitation du balata à la fin du 19e et début 20e, qui était vraiment surtout sur le camp Pararé, donc le camp de la station des Nouraks qui est sur la crique Arataï. Et donc là, c'est José Hereda, je crois, qui avait un comptoir pour aider les exploitants, enfin les gens qui travaillent en forêt, à passer le soja pini, qui est pas facile à passer. Et donc le pauvre, il est mort de maladie en forêt. Donc, il a sa tombe qui est juste à côté de la station, comme ça, pareil, cachée au milieu des arbres et qui est toujours régulièrement entretenue par l'équipe du CNRS. Donc, ça, c'est la deuxième période. Et donc, bah, la troisième période, justement, l'actuel, les scientifiques, euh, ceux-là même qui transforment la forêt en laboratoire. Et avec aussi, bah, moi, ce qui m'intéressait, c'est toutes les questions qu'on peut se poser autour de ça. Par exemple, bah, voilà, ça peut aussi faire de la pollution au plastique. Donc, voilà. Hop. Ah oui. Et pour terminer, en fait, bah, quand on est dessinateur, enfin, en tout cas, ça c'est vraiment mon ressentiment. Je trouve que quand on arrive comme ça dans des lieux qui sont exceptionnels, que tout le monde ne va pas pouvoir voir, et moi je sais même pas si j'aurai la chance d'y retourner, en fait, moi je peux pas m'empêcher justement de le raconter ce lieu et de le dessiner. Donc, en plus de ce projet que j'avais de faire des peintures, des marqueurs anthropiques, je suis venue justement avec mon carnet. Et en fait, bah, j'ai raconté un petit peu toute la station des Nourag, voilà, pendant un mois. Vous retrouverez peut-être certaines personnes que vous connaissez. Et toujours pareil, en fait, bah, moi, comme ça fait 15 ans que je bosse avec les scientifiques, ils m'impressionnent plus, je suis désolée. Et c'est vrai que j'avais remarqué que tous les artistes qui ont eu la chance de venir au Nourac, souvent les photographes, les vidéastes, etc., beaucoup finalement vont s'intéresser aux scientifiques et aux missions scientifiques. C'est vrai que c'est très intéressant. Mais moi, j'avais aussi envie de dessiner tout l'à côté. C'est-à-dire, parce que moi, quand je suis arrivée au Nourac, c'est le premier truc que je me suis dit, waouh, mais c'est impressionnant, toutes ces années qu'il a fallu et tous ces gens qui travaillent autour de cette station pour permettre justement aux scientifiques de travailler dans les meilleures conditions possibles. Et j'imaginais vous savez, les fausses bonnes idées, les trucs qu'on a essayés mais qui étaient ratés, les engueulades, tout ça. Puis encore aujourd'hui, en fait, quand on y est, il y a toujours au moins
une personne du CNRS, voire deux, les responsables de station, qui sont là pour entretenir le site, pour gérer les problèmes, pour gérer la logistique, pour s'assurer que tout est OK aussi pour les scientifiques, etc. Et donc, c'est aussi tout ça que j'ai voulu raconter dans mon carnet, justement, tous les gens qui travaillent autour des scientifiques. Et donc là, en illustration, comment ils appelaient ça? Le bassin de filtration que moi j'appelle la fosse à caca. Euh, Parce que il y a aussi une vraie problématique de gestion des déchets forcément. Et ce qui était génial dans cette fosse à caca, c'est que il y a quelques animaux coprophages qui venaient, donc des téjus, des amèves et cette super tortue denticulée. Et en fait là, elle est floue, mais elle est là juste derrière. Voilà. Et alors, pour vous faire marrer, en fait, donc en gros, on a les tuyaux justement qui partent des toilettes et qui déversent nos toilettes dans le bassin de filtration. Et en fait, ces tuyaux, à un moment donné, ils sont cachés par un petit promontoire pour surtout protéger les tuyaux, je pense, du climat. Et en fait, moi, je pensais que c'était un observatoire de la fosse à caca. Donc, je suis montée sur le promontoire et c'était pas du tout un observatoire. Donc, j'ai cassé le promontoire. Du coup, c'est Patrick, pour ceux qui le connaissent, qui a dû le réparer. Voilà, parce que comme il y avait plein d'animaux, je pensais qu'on avait mis un observatoire pour les animaux de la fosse à caca. Mais non, en fait. Voilà, justement, je continue dans la gestion des déchets. Là, alors, entre-temps, Patrick était parti parce que les humains, ils vont plus vite que moi, bref. Et donc là, c'est tout ce qui est compression des canettes, justement, pour réduire les déchets au maximum, pour pouvoir les rapatrier en hélicoptère. Hop. Et du coup, pareil, je vous fais passer le carnet, je vous laisse le regarder. Et j'ai aussi tous les dessins originaux du jeu que je vous ai passé là. Hop, hop, c'est bon. Voilà, et donc. Comme je vous disais, en fait, donc là, ça vient de se terminer, mais toute cette résidence d'art, tout ce travail que j'ai fait pendant un mois, ça a fait l'objet d'une exposition collective autour de différents artistes qui travaillent autour du mouvement de l'art écologique nature humaine. Voilà, où du coup, vous pouvez voir mes fameux tableaux avec les marqueurs anthropiques, où à chaque fois, voilà, c'était aux visiteurs de deviner, de trouver quel était le marqueur, et ensuite, ils avaient la réponse. Et autour, justement, tout mon carnet de dessins qui raconte un peu la vie au Nourag. Et après, juste pour terminer, et après je vous laisserai parler, là c'était un peu une ouverture parce que je le dis d'ailleurs à tous les gens qui me demandent si c'était bien les nourags, je dis à tout le monde que c'était beaucoup trop court. Et c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup d'autres, comme j'ai fait beaucoup de recherches avant de commencer cette résidence, il y a beaucoup d'autres marqueurs anthropiques que j'aimerais bien peindre et surtout les précolombiens parce que voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Ça questionne aussi beaucoup la démarche scientifique, tout ça par rapport à tout ce que je vous racontais tout à l'heure. Et puis en fait, quand on réfléchit un peu, on s'aperçoit que la forêt amazonienne, elle a tout le temps été habitée par plein de gens différents et j'aimerais bien aussi m'ouvrir à d'autres, voilà, dessiner et peindre d'autres époques d'occupation. Et puis voilà, puis après, aussi faire vivre le projet avec d'autres, j'espère, d'autres projets d'exposition, tout ça, tout ça. Voilà. Ça y est, on y est. Merci pour votre attention. Du, du coup, j'en remets une petite couche quand même. Juste, je remercie beaucoup, en fait, tous les gens là sur les logos qui m'ont fait confiance. Le CNRS et le Labexeba qui m'ont invité au Nourag et le 32 bis et Guyana Art Factory qui m'ont invité en Guyane pour faire cette exposition. Merci pour leur confiance. Enfin, c'était génial de travailler avec tous ces gens-là et sans eux, ce ne serait pas fait. Voilà. Et juste, je vous fais passer aussi, ça, c'est toutes mes peintures de Guyane des années d'avant. Hop. Ah ben, Delphine, merci beaucoup pour ce magnifique beau présentation exposé. Et est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle virtuelle? Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle virtuelle? Non? OK. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle présentielle? Oui, bonjour Stéphane Tresac, je suis le DU ici, là, du MR. Et voilà, on s'est vu. Et du coup, excuse-moi, la question très terre à terre, c'est combien ça coûte en fait parce que on a une station, elle s'appelle Paracou. On pourrait avoir des idées comme ça aussi. Et du coup, juste à la louche, hein, en Ouais. termes de budget, combien coûte le fait, alors peut-être pas la, enfin oui, une mission comme la tienne ou avec le collègue dont tu as beaucoup parlé Ouais. là, Ben, c'est combien enfin. alors, c'est une très très bonne question. Je vais peut-être répondre pour celle-là. Du coup, je vais répondre de façon terre à terre. Donc, alors pour celle-là, en fait, mais en général, enfin, je pense que pour vous, scientifiques, c'est souvent comme ça aussi quand vous cherchez des financements, c'est souvent plusieurs entités qui financent et on arrive à faire un truc. Et donc, du coup, en fait, avant même que j'ai
ce projet de résidence au Nourag, l'association Guyane Art Factory était intéressée pour me faire venir en Guyane pour justement faire cette exposition avec d'autres artistes. Donc, c'est Guyane Art Factory qui a à la fois payé mon billet d'avion et c'est aussi Guyane Art Factory qui a payé le mois où je suis restée à Cayenne, enfin qui m'a, en tout cas, elle m'a défrayée. Voilà. Et c'est aussi Guyane Art Factory qui s'est occupé de me trimballer partout parce que du coup, bah, j'avais pas de sous pour louer une voiture. Donc, dès que j'avais besoin de faire des interventions, tout ça, bah là, je suis venue avec la voiture de la présidente de Guyane Art Factory. Et ensuite, pour les Nourags, du coup, le CNRS, en fait, a pris en... Ah oui, pardon. Alors, en Guyane, ah oui, pardon, je ne t'ai pas présenté. Guyane Art Factory, en fait, c'est donc une... En fait, vous... Je ne sais pas si vous connaissez les tiers-lieux, mais le concept des tiers-lieux, c'est des endroits, en fait, où il y a plusieurs associations qui y sont et qui mutualisent en général le personnel, etc. Et l'objectif des tiers-lieux, c'est aussi de mélanger un peu les populations. Donc, par exemple, à Guyane Art Factory, il y a deux associations qui font plutôt du social, cours de français, langue étrangère, et qui aident aussi tous les gens qui n'ont pas forcément accès à Internet, etc., à faire leurs démarches administratives. Et il y a deux associations qui sont plutôt pour la promotion de l'art. Guyane Art Factory, qui, elle, promeut vraiment et valorise les artistes, soit guyanais, soit qui travaillent autour de la Guyane ou de l'Amérique du Sud. Et l'École d'art de Guyane, comme son nom l'indique, voilà, qui organise des workshops, d'ailleurs, où j'ai rencontré certaines personnes ici, plusieurs. Et voilà. Et donc, du coup, et après, pour la résidence d'artiste Sonorax, c'est le CNRS qui a pris en charge euh, l'hélico et la pirogue. Donc, en général, bah, je m'insérais dans des rotations déjà prévues. Et ensuite, c'est le LABEX SEBA, parce qu'il faut savoir qu'au CNRS, quand on y va, qu'on soit chercheur, enfin n'importe qui, en fait, on paye des nuitées. Enfin, on m'a expliqué que c'était le modèle économique voilà, des Nourag. Et donc, du coup, mes nuitées ont été prises en charge par le LABEX SEBA. Par contre, il faut savoir que j'ai pas gagné d'argent. Euh, parce que normalement, on va dire dans une vraie résidence d'artiste, bah, moi, je travaille. Alors, j'étais logée, nourrie, blanchie et très bien accueillie. On faisait la cuisine pour moi, c'était trop bien pendant un mois. Mais les artistes, ils vivent pas non plus d'amour et d'eau fraîche. Donc, après, là, on va dire l'astuce, c'est que moi, avec Guyane Art Factory, j'ai fait beaucoup d'interventions justement dans les lycées, dans les écoles. Et c'est ça qui m'a permis aussi un peu de me financer, enfin, de gagner un peu d'argent. Voilà. Et du coup, comme je ne gagnais pas, enfin, en général, dans les résidences d'artistes, quand les artistes sont payés, ce qui est normalement le cas, il y a en général une restitution, quelque chose, ou enfin, quelque chose de plus conséquent qu'une conférence. Voilà. Enfin, après, vous savez, c'est le dosage entre l'argent qu'on nous donne et la restitution. Est-ce que ça répond un peu à vos questions? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non, bon, moi, j'aurais une question, Oui. en fait. Est-ce que tu dessines exclusivement avec des vrais matériaux ou tu dessines aussi avec des tablettes? Je pense que Ouais. tu as mentionné ça, les tablettes aussi. Ouais, alors moi je suis plutôt, je suis assez technorigide dans la vie et du coup, notamment quand on est sur le terrain, tout ça, de toute façon, je dessine vraiment avec les techniques traditionnelles. Et là, tout ce que vous voyez, c'est du feutre, de la gouache, de la peinture. Mais ça m'arrive aussi de dessiner à la tablette graphique. Alors moi, comme j'aime pas ça, j'en ai une toute petite, ça ressemble à un jouet et je dessine avec ça. Et en fait, pour moi, de toute façon, c'est toujours pareil. Il faut pas croire, hein, la tablette graphique. Si on ne sait pas dessiner, de toute façon, on fait des trucs moches. Donc, même si ça passe par un ordinateur, il faut savoir dessiner. Et après, pour moi, dans tous les médiums, il y a toujours un peu les avantages et les inconvénients. Donc, en fonction du projet, de ce qu'on cherche, des fois, la tablette graphique peut être une bonne réponse. Par exemple, ça permet. Enfin, en fait, il y a un truc qu'on ne sait pas, qu'on mesure pas, mais quand je fais des dessins comme ça, si je dois en faire après un projet d'expo, enfin, qui doivent être imprimés, en fait, c'est un gros boulot de traitement des images, de les scanner, tout ça, c'est énorme. L'avantage quand on travaille à la tablette graphique, c'est que du coup, ça nous, voilà, on n'a pas ce, voilà, donc, mais la tablette graphique, on n'a pas la sensation du papier, de la matière, tout ça, donc ça dépend. Mais on peut faire des très belles choses aussi à la tablette. Ok, merci. Là, je t'en prie. Si tu veux voir, au tout début, est-ce que tu peux revenir au tout début? Je crois que j'ai un exemple d'un truc que j'ai fait à la tablette graphique. Euh, Ouais. Vas-y, c'était vraiment la première slide quasiment. Alors, redescends un tout petit peu. Ouais, ouais, là, la vache, par exemple, c'est tablette graphique. Ok. Voilà. Et tout le reste, c'est là, c'est beaucoup aquarelle, ouais, aquarelle, crayon de couleur et feutre. Voilà.
disais que tu prenais tout ton matériel quand tu partais sur le Ouais. terrain et tout. Et comment, enfin, moi je ne me connais pas du tout, mais comment tu choisis quelle méthode, quel style enfin, c'est personnel, enfin, c'est Ouais, où il y a qui alors pour c'est mieux une bonne représenter. question. Et ben en fait, justement, tu vois, au début, je vous ai dit que j'étais dessinatrice naturaliste et carnettiste. Et la grosse différence entre les deux, c'est quand je suis dessinatrice naturaliste, donc en général, c'est quand je travaille dans mon bureau à Paris, c'est des commandes. Et je vais vous apprendre un truc, c'est qu'en général, les dessinateurs, on n'est pas super bien payés. Vous n'allez pas me croire, mais je vous promets, c'est vrai. Et du coup, comme on est, enfin, déjà, quand on est payé correctement, c'est un peu le Pérou. Du coup, quand moi j'ai des commandes, en fait, je dois vraiment être efficace dans mon travail. Et en plus, je dois être sûre du résultat. Donc là, pour le coup, en fait, je vais jamais avoir le temps d'explorer et je vais vraiment faire des techniques que je maîtrise. Alors, en général, les techniques sont rarement imposées, mais parfois j'ai des clients qui m'imposent la technique. Voilà. Et après, justement, quand je suis, enfin, carnettiste, c'est vraiment voilà, quand je me balade partout et que je peins et que je dessine. Et comme ça, c'est mon travail d'artiste, c'est pour moi. À ce moment-là, j'en profite souvent pour re-explorer des techniques en fait que j'avais mises de côté. Et donc, j'ai eu, en fait, alors du coup, modestement, je dis, je suis comme Picasso, j'ai mes périodes. Donc, il y a quelques années en arrière, en fait, je faisais beaucoup de pastel gras. Donc, voilà, j'ai eu toute ma période pastel gras. Et ensuite, après, le pastel gras m'a amené à la gouache. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, je fais pas mal de gouache. Et après, par exemple, là, tu vois, le carnet des Nourac que j'ai fait en noir et blanc, c'était une vraie question pratique parce que, en fait, en gros, je voulais faire un maximum de dessins, un maximum de trucs au Nourag. Et déjà, ces peintures, ces grosses peintures, ça me prenait beaucoup de temps. Et si j'avais fait de la couleur sur mon carnet, en fait, j'aurais pas pu dessiner tout ce que je voulais. Donc là, c'était une vraie question pratique, c'est-à-dire que j'ai fait du noir et blanc pour pouvoir dessiner un maximum de trucs de ce quotidien des Nourag. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, 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 merci. Ah ben, pour la candidature, le délai de concerner le temps des échanges pour cibler une demande qui contribue à une recherche. Comment ça se passe normalement? Ouais, alors ça, c'est une. Pour la candidature, le délai concernant le temps. Alors, en fait, je pense que c'est assez pragmatique aussi comme question. Et en fait, les résidences d'artistes, on va dire, il y a un peu de types de résidences d'artistes. Il y a en effet des résidences d'artistes où il va y avoir des appels, comme des appels à projets, comme vous connaissez aussi vous en tant que scientifique. Et à ce moment-là, en fait, nous, le boulot qu'on a à faire, c'est de faire un dossier pour répondre à cet appel. Puis après, on est pris, pas pris. Et puis après, il y a des résidences d'artistes un peu improvisées. Un peu comme des candidatures spontanées, quoi. Et là, pour le coup, c'est ce qui s'est passé pour les Nourag. En fait, moi, j'ai pas candidaté. Voilà, ça a été, en fait, enfin, malgré tout, j'ai quand même envoyé un dossier aux personnes qui s'occupent de toute cette partie-là côté CNRS. Et du coup, ça a été plus, voilà, j'ai envoyé mon dossier, on a échangé, on a fait une première visio, on a fait une deuxième visio pour confirmer. Donc, ça, eux, après, de leur côté, ils ont dû valider pour voir si c'était OK ou pas. Ça s'est plutôt passé comme ça. Je sais pas si je réponds bien à la question. Après, par contre, ce qui est vrai, c'est que moi, une fois que le projet a été validé, vous avez vu, j'ai fait un En fait, comme je savais que le mois au Nourac, ça allait passer très vite, j'ai fait un vrai travail de recherche avant pour préparer ma résidence. Et tout ça, c'est vrai que En fait, c'est une partie qui n'est pas rémunérée. Et en fait, c'est un des problèmes en tant qu'artiste, c'est qu'en fait, moi, je pense que la moitié de mon travail que je fais, il n'est pas rémunéré. Donc, en fait, on s'épuise pour gagner 3 francs 6 sous. Voilà. Il y a une question de Carole aussi de comment se préparent les dossiers de candidature en termes de délai. Euh, bah, alors ça, déjà, en général, faut être un peu dans le réseau, enfin, suivre des pages Instagram, des sites comme ça qui publient pas mal de candidatures. Et puis après, en fait, chaque institution qui a ses résidences d'artistes, ils ont leur délai. Et en fait, chacun, il demande des dossiers différents. Souvent plus, en général, mais c'est pas toujours le cas, mais en général, une logique veut que plus il y a d'argent dans la résidence, plus il faut faire un gros dossier, et plus il va y avoir de monde aussi, voilà. Et donc, enfin, la plupart du temps, voilà, c'est un dossier. Alors, moi, dans mon travail aussi, justement, euh, de de commandes où je fais de la vulgarisation scientifique, moi je réponds énormément à des appels d'offres, donc on va dire moi des dossiers, je m'en bouffe tout le temps, quoi. Donc je les fais un peu à l'appel. Voilà, puis bah, après, il y a toujours un peu la même structure, c'est-à-dire on se présente, on va faire une note d'intention sur notre travail, on présente un peu nos références, notre book, ce qu'on a déjà fait. Mais
Après, ça dépend. Il y a des résidences d'artistes où en fait la demande est très précise. Des fois, ils disent c'est un dossier, ça fait 10 pages, 2 pages de notes d'intention, une page de CV. Donc des fois, il y a un cahier des charges très précis, ce qui est pas mal. Et puis des fois, c'est un peu ouvert et voilà. Et après, moi, le conseil que je donnerais, ce que je fais, c'est quand je suis pas prise, que ce soit résidence d'artiste ou appel d'offres, en général, j'appelle toujours pour savoir pourquoi. Des fois, la réponse c'est nul, mais des fois, ça permet aussi de savoir ce qui n'a pas marché et d'avoir des dossiers qui seront plus efficaces la prochaine fois. Voilà. Ok, il y a une question de Céline. Quel est ton parcours professionnel pour accéder à ce métier? Elle a Yes. levé- Alors, ouais, non, mais je vais préciser un petit peu plus du coup. Donc, comme je disais, il n'existe pas de formation pour être dessinateur naturaliste en France. Il y a des formations qui sont plus, on va dire, dessin. Il y a notamment l'école Estienne, mais vous savez, ça va être plus pour faire tous les schémas pour la médecine, tout ça. Mais on va dire le dessin naturaliste à l'ancienne, ça n'existe pas comme formation en France. Et donc, en ce qui me concerne, alors, déjà, en fait, moi, j'ai fait un bac S spécialité maths. Moi, j'aimais beaucoup les sciences. Et à 18 ans, j'ai dû choisir. En fait, j'avais été prise en maths sup à Janson de Sailly. Donc, et voilà, j'avais l'option de faire une école d'art aussi. Donc, j'ai tué mes parents et je suis allée en école d'art. Enfin, je les ai tués. Ils ont fait. Voilà. Bref, ils m'ont dit, on te soutient, mais t'es sûr de ton choix? Voilà. Et en fait, après, donc bah, moi, j'ai vraiment appris le métier, surtout de graphiste aussi en école d'art. Et en fait, c'est un peu dur à dire, mais pour moi, il y avait, enfin, moi, j'ai toujours, enfin, moi, en fait, c'est pareil, moi, je suis pas issue d'un milieu artistique, en fait. Mes parents, ils sont. C'est des naturalistes aussi. Donc, moi, j'ai toujours grandi dans ce milieu-là. Et c'est un peu naturellement et spontanément que, à la sortie d'école, je suis revenue dans ce milieu-là. Et pour le coup, en fait, quand j'étais en fin de cursus scolaire aux Arts Déco, j'ai fait les Arts décoratifs à Paris, j'ai envoyé plein de lettres de motivation, parce qu'à l'époque, on envoyait des lettres. J'ai envoyé plein de lettres de motivation à plein d'institutions scientifiques en me disant, ben, j'aimerais bien justement commencer un peu à me spécialiser là-dedans. Et donc, j'ai envoyé à tout le monde, aux parcs nationaux, tout ça, en mode bouteille à la mer, en me disant un peu, de toute façon, ça marchera jamais parce que pour faire des stages là-bas, il faut être pistonné. Et j'ai eu une réponse positive du Muséum de Paris. Et donc, finalement, c'est vraiment aussi du coup, en fait, j'ai terminé mes études en faisant un espèce de stage longue durée au Muséum de Paris. Voilà, et c'est un peu comme ça aussi que je me suis formée à mon métier. Et surtout, en fait, ce qui est un peu fou, c'est que voilà, tous mes boulots quasiment, quand on se demande d'où ils viennent, pourquoi j'ai eu ce boulot, quand on remonte la chaîne, en fait, je crois que, j'exagère pas, je crois que c'est au moins 90 ou 95%, ça vient de cette période au muséum, quoi. Voilà. Ok. Bon, ben, il est déjà 12h26. Je voudrais te remercier pour Merci. cet exposé, c'était tellement beau. Et ben, merci à tous d'être là. Ah, une question, une question. Ah, alors, en fait, pour l'instant, faut brosser dans le sens du poil les gens qui ont participé sur le projet parce que il n'est pas encore commercialisé. Il y a la vocation de le commercialiser, mais il faut qu'on ait l'accord de la communauté Wayana. C'est en cours, mais éventuellement, faut voir là, mais venez me voir après. Voilà. Et faites-moi des compliments. Ok. Bah, merci. Et à la semaine prochaine. Non. Ah, si, il y a une animation. Merci beaucoup. Merci.